Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour un résumé de près de 60 minutes des 24 heures de Spa-Francorchamps Proximus Trophy, une édition 50e anniversaire placée sous les meilleurs auspices. Un nouveau règlement qui ouvre totalement la compétition, un plateau de qualité, passage en revue de tout ce petit monde, les forces en présence. Un grand millésime, c'est 24 heures de Francorchamps 98. On nous annonçait une très belle brochette et un grand nombre de prétendants à la victoire. Passons donc en revue les forces en présence pour ces 24 heures. Et commençons par l'épouvantail de la Pitlane, le team Peugeot Chronos. L'importateur belge engage 3 306 GTI avec un seul objectif, la victoire. Du côté de chez Chronos, on a mis les petits plats dans les grands puisque lors des essais, les pilotes disposaient de moteurs qualif. Côté équipage, Jacques Lafitte, Pierre Van Vliet et Pascal Whitmer se partagent une voiture. Les deux pilotes officiels du Procar ont tous deux leur auto respective. Radermaker est épaulé par Van Dalen et Bouvy. Quant à Sébastien Hugeux, il est associé à Max Weisenberger et Jean-Pierre Van de Hauvert. Les points forts de la 306, c'est le travail qui a été effectué pendant l'intersaison. Je pense que maintenant, ce sont des voitures qui sont développées, évidemment quand même avec un soutien de l'usine, mais qui sont développées avec les teams un peu en privé. Enfin, en privé, il y a du travail à faire pour faire des pièces, puisque ce sont des voitures qui n'existent pas au niveau de la boutique. Et ils ont fait du bon boulot. Bien travaillé. Chez Honda, on mise sur le nombre. 12 Integra Tipper sont engagés dans l'épreuve. Objectif, la victoire. 3 teams sont soutenus officiellement par l'importateur. Certainement un gage de réussite. Tout d'abord, la structure de Marc Van de Gen, ELR, et la voiture de Thierry Tassin et Philippe Favre. Le Belge et le Suisse ont décidé de rouler aux 24 heures à 2. Explication. La décision a été prise en fonction de notre morphologie et de notre façon de conduire et de régler la voiture. C'est un pari peut-être un peu osé, mais je vous dirai ça dimanche après-midi si tout s'est bien passé. Autre team et même voiture, nous sommes chez PSI, De Gros, De Fourny et Bachelard, les comiques du plateau. Mais attention, une fois que ces trois-là ont un volant dans les mains, ça ne rigole plus. Était en mesure de faire un essai, une simulation longue distance. Ils ont fait des essais là, après le Procar Trophy, mais c'était plus des essais de mise au point que d'endurance. Donc il faut croiser les doigts. De toute façon, bon, il n'y a pas vraiment de science et je crois que la chance quand même jouera quand même un rôle important pour les 24 heures. VZM, ça doit certainement vous rappeler quelque chose. En effet, c'est le team qui faisait rouler Tassin l'an dernier en Procar. Cette année, la bande de Jean-Paul Van Zuylen s'est concentrée sur les 24 heures en préparant une Integra pour le trio Klaus, Thibaut et Verreit. J'ai confiance parce que c'est vraiment une équipe qui a une très grande expérience des 24 heures, qui est très bien organisée. Et je dirais qu'ils ont vraiment cherché le souci du détail et ça devrait aller. Après la splendide victoire de Cortals et Molekens lors de la dernière manche Procar, chez Renault, on est gonflé à bloc. Pour les 24 heures, Cortals retrouve Molekens et le Français Franck Lagorce. Un très bel équipage, homogène et rapide. Chez Renault, on pense régularité. Mais ces trois jeunes vedettes passaient plutôt inaperçues dans le stand Renault. Tous les spectateurs n'en avaient que pour Jackie X et sa fille Vanina. L'équipage avec un grand E de cette 50e édition des 24 heures. Jackie était de retour pour un one-shot et pour épauler sa charmante fille. On ne peut pas partir ici comme pour un sprint. Et je pèse mes mots en disant qu'il va vraiment falloir marcher au pas pour tenir jusqu'au bout. Marc Duet sur le bord de la piste, évidemment, ça veut dire que BMW est présent pour ces 24 heures. Avec 20 victoires au compteur, la marque bavaroise, même si elle n'est pas favorite cette année, remet son titre en jeu. Le team Juma prépare les séries 3 et derrière le volant, on retrouve Van de Poel, Cudini et Duet. Sur l'autre voiture, Ferté, Fermine et David Salens, notre excellent représentant en Formule 3 française. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de rouler aussi avec des gens comme Marc Duet, Eric Van der Poel, que j'admirais quand même quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis dans l'équipe avec eux, donc c'est très bien pour moi. Autre BMW, autre outsider, le team de Olivier Lenné, Frédéric Moreau est le pilote attitré en Procar. Et pour l'épauler, Fred recevait le soutien de Jean-Michel Martin et Thierry Boutsen, rien que ça.
Les BM ont gagné très souvent ici, elles ont toujours prouvé qu'elles étaient très fiables. Maintenant on va voir, c'est vrai que cette année-ci le modèle que l'on emploie n'est pas la plus rapide, il y a les petites voitures qui sont plus rapides que nous. Mais il ne faut pas toujours être les plus rapides pour gagner une course de 24 heures, je l'ai encore prouvé, ça c'est encore vu au Mans cette année-ci. Donc bon, on verra bien. Depuis le début de la saison Procar, les deux Nissan officiels ont un petit peu de mal à terminer les courses. C'est dire si ces 24 heures sont un rendez-vous redouté pour Nissan. Pourtant, les deux voitures sont là, avec d'une part Voss, Olofsson et Reed, et d'autre part Leslie, Skuisman et De Mevius. On a décidé en tout cas de la conduire de manière très sensible. Au niveau de la boîte, au niveau des régimes moteurs, on va en tout cas respecter ce qui est prévu, même si au niveau performance pure, on est un petit peu en deçà des autres. Mais on espère que ce sera la bonne tactique. À gauche, Jean-Michel Martin, recordman de victoire. À droite, Thierry Tassin, recordman de victoire. Une course dans la course pour cette édition 1998 puisque deux pilotes ont l'occasion au terme du double tour d'horloge de devenir le recordman absolu de victoire aux 24 heures. Jean-Michel Martin les a remportés à 4 reprises. Pour cette année, il est réservé. Cette bagarre, c'est la course qui nous dira si elle aura vraiment lieu ou pas. Et pour l'instant, il est vraiment encore trop tôt que pour pouvoir dire grand-chose. Thierry Tassin, qui a lui aussi remporté l'épreuve à 4 reprises, dispose cette année d'une Honda Integra pointée parmi les favorites. Il sent la balance de la course dans la course pencher de son côté. Je suis mieux équipé que lui. L'Honda Integra cette année est une excellente voiture et une des meilleures du plateau. Et j'ai la chance de la conduire. Et puis avec notre team, le team ELR, on se concentre sur une seule voiture. Et le reste, il faut toujours avoir un peu de chance, que ce soit dans tous les sports, mais surtout aux 24 heures de Francorchamps. Quoi de plus normal pour ouvrir la journée du samedi que de fêter son anniversaire en commun? Porsche et les 24 heures de Francorchamps totalisent en effet à L2 un siècle d'existence, soit 50 ans chacune. Dans la Targa Porsche Cup italienne, les départs sont lancés. Et comme la veille, c'est Ruggiero Grassi qui s'élance devant au volant de sa 911 GT2. Une fois de plus, Grassi effectue un bon départ, il part devant et on ne le reverra plus jamais. Derrière par contre, Riccardo Schmidt le numéro 8 et Stefano Villafabio le 22 assurent le spectacle et ne se lâchent pas d'une semelle. À l'entrée de la chicane, Stefano Villafabio profite de l'aspiration de Riccardo Schmidt pour s'octroyer la 3e place. Ruggiero Grassi, lui, est devant et caracole en tête. Derrière, les positions restent figées, avec dans l'ordre 2e Schmidt, 3e Villafabio et 4e Monforte. Pour Ruggiero Grassi, leader autoritaire, les tours défilent, les secondes d'écart également. Dans Blanchimont, Monforte se veut audacieux et prend tout le monde de vitesse pour obtenir à son tour la 2e place. Arrivé trop vite à la chicane, il part à la faute et rentre dans le rang, pas pour longtemps seulement. Déjà vainqueur la veille, Grassi est sur le point de remporter sa seconde victoire sur le circuit spadois. Il effectue son meilleur tour en 2 minutes 31 secondes et 502 millièmes. Au raccord avec l'ancien circuit, Stefano Villafabio 3e est pressé par Riccardo Schmidt. Il part à la faute et termine 4e. Monforte termine lui à la 2e place. Riccardo Schmidt, 2e la veille, termine cette fois à la 3e place. Grassi, lui, a toutes les raisons d'être satisfait de ce week-end, puisque parti de la pole, il a remporté la course et a également obtenu le meilleur tour. J'ai poussé comme un fou. J'ai fait 1 seconde et demi moins que la pole. Ça veut dire j'avais peur derrière. Parce que nous trouvons après les plus lentes. Et ça, tu sais, il faut respecter les autres aussi. On peut perdre, comme hier, 8 secondes dans un tour. À peine le temps de se remettre de la Porsche Cup italienne que nous voici déjà partis avec la Saxo, cette fois venue de France. 49 voitures doivent passer le raidillon sans encombre. C'est Jean-Marie Clairet sur la Saxo noire qui passe le premier, suivi de David-Henri Saxo blanche, Laurent Fradotal Saxo jaune et Michel Marvy Saxo orange. Au sommet du raidillon, on se bouscule quelque peu et dès le premier passage à la chicane, Michel Marvy sur la Saxo orange fait le forcing et comme la veille, il se retrouve en tête
Place ensuite aux très nombreuses sorties de route. Malgré une sortie d'une extrême violence, Lionel Mazars, pilote de la Saxo 50, s'en tire sans le moindre petit bobo. Le spectacle peut donc reprendre sur la piste. Admirez plutôt ce qui suit. Nous sommes au début du 8e tour. Au combe, Jean-Marie Clairet passe Michel Marvy qui se retrouve second. David Henry profitera du virage de Bruxelles pour prendre à son tour la 2e place, laissant la 3e à Marvy. Celui-ci ne se laisse pas faire et dès le raccord avec l'ancien circuit, il reprend la place qui était la sienne quelques secondes plus tôt. De l'autre côté du circuit, au Raidillon, ça sort de partout, avec dans l'ordre et tout d'abord Romain Thiévin le 26, François Salien le 27, Pierre Degrave le 32 et enfin Philippe Goubet le 5. Qui dit Raidillon embouteillé dit aussi drapeau rouge. Devant, tout ce beau spectacle n'aura servi à rien puisque l'on conserve les positions à la fin du 7e tour, soit dans l'ordre Michel Marvy, Jean-Michel Clairet, David Henry et Laurent Fradotal. Grâce à ces 2 victoires sur le circuit spadois, Michel Marvy pointe à la 3e place d'un championnat toujours dominé par Jean-Marie Clairet. C'est vrai que ce week-end c'est exceptionnel pour moi. C'était pas trop mal parti puisque pour la première course j'avais la 2e place sur la grille de départ. J'ai réussi à faire ma première victoire, c'est ma première victoire du championnat. Ici en plus sur le circuit de Spa-Francorchamps, pour moi c'est merveilleux. Place ensuite aux courses bien de chez nous avec la Mégane Benelux. Bartid et Mathias Vian, les frères ennemis, se retrouvent tous deux sur la première ligne. Mathias Vian qui a réalisé la pole part devant. Ide essaie de le passer à droite, puis à gauche. Le départ, une fois de plus, se veut chaud, mais sans encombre. Au sommet du Raidillon, les positions sont similaires à celles de la grille, soit dans l'ordre 1 Vian, 2 Ide, 3 Van der Made et 4 Hubert. Rapidement, Vian et Ide prennent les commandes de la course et créent l'écart avec Kees Van der Made. Vian a pour intention de remporter sa 2e victoire de la saison après celle obtenue au Mans. Il fait le forcing et crée à son tour l'écart avec son plus farouche rival quand intervient la safety car. En effet, juste devant les stands de Formule 1, 2 Mégane se sont accrochés. Luckerade reste bloqué en travers de la piste. Pour Vian, tout est à refaire. Un nouveau départ est donc donné. Ide, revenu dans les échappements de Vian, passe celui-ci au combe. L'affrontement se veut musclé. Quelques mètres plus tard, Vian et Ide se touchent. Ide perd tout le bénéfice de son attaque et file tout droit dans le bac à gravier. Désormais, Mathias Vian a course gagnée et s'octroie en plus de la pole le meilleur tour en course en 2 minutes 50 secondes et 824 millièmes. Derrière, on retrouve dans l'ordre Kees Van der Made, Jan Hubert, Philippe Huard et Marnik Van der Mazen. Les positions ne changeront plus jusqu'à l'arrivée. Mathias peut enfin savourer les joies de la victoire en Belgique. Voilà qui est de bon augure pour la suite du championnat. Du côté des juniors, on saluera la nouvelle très bonne performance de Jérôme Hennen. Sur le podium, on appréciera le sourire de Mathias Vian qui peut retrouver à présent la confiance. Et maintenant, c'était une course fantastique. Je prends beaucoup de temps dans le début. Mais là, il y a quelque chose passé dans la bus stop et le safecar était venu. Donc, mais après une tour, le safecar était arrêté. Et c'était prendre beaucoup de place de Bartide. Et c'est gagné. C'est bien pour le championnat, c'est bien pour les points. Et je fais merci à le mécanicien qui fait excellents travaux. Donc, c'est magnifique. Voilà, d'ici quelques minutes, nous serons partis pour cette édition 98 des 24 heures de Francorchamps avec une première ligne de la grille de départ toute bleue puisque ce sont les 2 Peugeot qui partiront devant. Je suis à côté de Mark Van Dalen. Mark, signer les 2 meilleurs temps, c'est déjà une performance en soi. Ben oui, les 24 heures de Francorchamps, c'est une épreuve mythique. Je pense qu'on a tous, moi y compris, été présents ici depuis des 20 ans. Quand on était gamin, on venait la voir. Et c'est sûr que pour nous, c'est vraiment déjà un morceau de l'aboutissement d'une saison. Petite question piège, vous pourriez me dire en quelle année une Peugeot a remporté les 24 heures pour la dernière fois? Oui, je pense que c'est 1929 si j'ai bonne mémoire. Donc si vous gagnez, ça va être la grande fête. Alors je peux vous dire que ça va être la grosse Java. Mais bon, c'est encore long et puis, mais je pense que ça va. On a des bons équipages homogènes. Je tiens à signaler une chose importante, c'est qu'on a des voitures qui sont soutenus par un importateur belge, Peugeot Belgique. On a surtout des pilotes 100% belges et on a un team belge. Ça veut dire qu'en Belgique, on est capable de faire de très bonnes choses. On n'a pas de complexe à avoir. La preuve, on est devant tous les étrangers ici.
Par définition, les regards se portent en nombre sur la voiture numéro 1. C'est d'autant plus vrai qu'elle a été confiée cette année à l'équipage vedette, la famille X. Au volant, une Vanina nettement moins calme au fur et à mesure que le moment fatidique approche. On se sent stressé. Tout à l'heure, je disais le contraire, mais quand on est dans la voiture comme ça, attachée, fin prête, il y a quand même un peu de stress qui s'installe. Alors qu'on a l'habitude de les voir en première ligne, il faut s'enfoncer un peu dans la grille pour trouver les BMW. Eric, les donnes ont un petit peu changé ici. Vous êtes sur une BMW. D'habitude, elles sont hyper favorites. Ici, vous êtes un petit peu en retrait. Vous n'êtes plus le favori absolu. Ah non, elles ne sont pas favorites. Non, c'est vrai qu'en performance pure, on va un peu moins vite. Mais bon, je crois que le team a bien préparé des arrêts éventuels, des casses éventuelles, parce qu'on a évidemment, comme tout le monde, des pièces d'origine sur la voiture. Donc on doit être très prudent, c'est un peu un retour en arrière, la façon de piloter pour des 24 heures. Il faut vraiment être très prudent, pas prendre les bordures, faire doucement avec la boîte. Et c'est pas plus mal parce que ça ouvre beaucoup plus la course et je crois qu'il y aura surtout beaucoup de travail dans les stands pour tout le monde. Il est 16h tapante, samedi 4 juillet, les deux Peugeot sont en pôle et les bolides sont lâchés pour 24 heures. Van de Hover prend le meilleur départ et déjà José Claus sur la Honda VZM vient se caler dans ses échappements. Les premiers tours devant, c'est important parce que c'est en direct à la télé. José l'a très bien compris et dans la montée des combes, il s'empare de la tête du peloton. La Honda VZM fait l'extérieur à la Peugeot, tandis que derrière, Thierry Tassin est déchaîné. Il est déjà remonté en 3e position. Ce tout début de course ressemble furieusement à un sprint. Un sprint que Thierry Tassin veut à tout prix mener. Thierry attaque la Peugeot de 22 au virage de Bruxelles. Après un demi-tour de course, 2 Integra sont déjà en tête. Et ça n'est pas fini puisque derrière, De Groot est placé en embuscade. Dans les années 70, le pilote qui bouclait le premier tour en tête recevait son poids en bonbons. Peut-être n'a-t-on pas dit à Thierry Tassin que ça n'était plus le cas aujourd'hui. Toujours est-il que Thierry s'empare de la tête de la course dans le pif-paf. L'Integra du team ELR mène les 24 heures. Lors des essais, Tassin et Favre avaient travaillé en vue de la course et ça paye déjà. Tassin, Claus, Van de Hover, c'est le trio de tête. Derrière, De Groot se bat pour la 4e place avec Jean-Pierre Van de Hover. Lors de ce premier tour, les Integras sont manifestement plus rapides que les 306. Chez Peugeot, on a sans aucun doute adopté des réglages endurance. Toutefois, devant Tassin s'envole, Claus le suit à distance et De Groot fait le forcing pour s'emparer de la 3e place. Tir groupé pour Honda, mais bien évidemment, ça n'est pas le premier tour qui compte et beaucoup d'événements vont encore se produire. Lors du premier passage devant les stands, Stéphane De Groot s'empare de la 3e place. On croit rêver dans le clan japonais, surtout qu'une Integra peut en cacher 2 autres. Les voitures de Cox et celles d'Elliott sont déjà dans les échappements des 306 et lors du 2e tour de piste, Peter Cox va se défaire de la voiture de Van Dalen dans les combes. C'est ensuite Jean-Pierre Van de Hover qui va se faire manger tout cru par Peter Cox. Grant Elliott, le pilote anglais du Procar, va imiter son camarade hollandais dans la foulée. Et après quelques minutes de course, ça n'est pas moins de 5 Honda Integra Type R qui se partagent les 5 premières places. Dans la pit lane, on n'en croit pas ses yeux. On savait que les Integra étaient très rapides sur Francorchamps, mais de là à imaginer un tel scénario après moins de 5 tours de course,
il y a de la marge. Toujours est-il que les pilotes Honda font le spectacle et s'échangent régulièrement les places d'honneur parce que devant, Thierry Tassin creuse l'écart et accroît son avance. Ça n'est pas un hasard si le Bruxellois a déjà remporté la course à 4 reprises. Il y a sans doute une explication à cette domination, une explication toute simple. On cherchait à ce que la voiture soit surtout confortable à conduire pour les pilotes. Et les pilotes ont travaillé les 2 journées d'essai à cela. Et j'ai vu un Thierry Tassin et un Philippe Fabre radieux hier soir. La voiture était vraiment comme ils la voulaient. Elle est très facile à conduire et ici, ils ne forcent pas. Ils ne forcent pas, mais ils sont en tête. La numéro 7 de Tassin-Favre précède la 3 confiée à Bachelard, De Groot et De Fourny. Suit la numéro 5 de l'équipage anglo-hollandais Thomson-Graves-Cox. Un équipage qui n'est pas satisfait de son sort avec une 3e place et se met à attaquer son alter ego belge avec succès. 7, 5, 3, c'est le tiercé gagnant. Honda domine ce début de course de la tête et des épaules, une suprématie attendue qui demande d'être confirmée par la fiabilité. Mais ça, c'est une autre histoire, d'autant que les premiers soucis s'abattent sur la Honda préparée spécialement pour ces 24 heures par le team VZM. José Claus est au stand. Pour l'instant, on a quelques petits ratés, probablement dus au faisceau électrique. Sinon, la voiture se comporte très bien. Le départ, c'est vrai que je l'ai bien réussi. José Claus repart, des minutes sont perdues, mais plus grave, une épée de Damoclès plane au-dessus du team malmédien. Pour Tassin, en revanche, tout va bien. Il précède les 2 autres Honda du team Honda Sport Belgium et l'intégrale du team VTEC confié au trio Elliott, Ruokonen-Bayen. La première Peugeot, celle de la pole, pointe en 4e position. Confirmation donc que la vitesse de pointe des Honda est, comme annoncé, supérieure à celle de ses concurrentes. Preuve aussi que chez Peugeot et BMW, on opte également pour la prudence. À cet égard, l'expérience des Bavaroises dans le double tour d'horloge est déterminante. La modification du règlement a été bien intégrée par la maison BM et si l'on sait que la vitesse ne fait plus partie de l'arsenal, la rapidité dans les stands et la fiabilité risquent d'être autant d'arguments qui plaideront en faveur de BMW lors du décompte final. Donc pas de panique, même si à l'heure de course, les 2 BMW du team Fina Bastos sont seulement pointés 11e et 12e, et même si celle de Boutsen, Moreau et Martin n'est que 16e. En fait, les soucis sont ailleurs et un mal mystérieux commence à s'acharner sur les Peugeot 306. Ce mal mystérieux, ce sont les crevaisons. Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une crevaison lente. Quand je suis passé dans le raidillon, le pneu a commencé à se dégonfler tout doucement, mais je n'ai absolument rien touché. C'est pas fait de plat dans les pneus, rien. Je pense que j'étais même en dedans. Je sais pas, peut-être un problème de pneumatique. Et vous avez dû quand même avancer votre relais, alors c'est un peu embêtant ça, non? Oui, c'est sûr que c'est embêtant, mais si c'était arrivé plus tôt, j'aurais fait tout un tour comme ça, et là, ça aurait été très embêtant. Ici, on limite bien, bon, il n'y a pas de faute, il n'y a pas eu de touchette, il n'y a rien. Bon, on a changé plus tôt. Problème de pneumatique chez Peugeot, problème de cardan sur la Honda numéro 3. Alors voilà, la grosse pièce que j'ai ici en main, c'est un cardan. Le cardan, c'est ce qui transmet la puissance du moteur jusqu'aux roues avant des voitures. Et c'est le cardan de la voiture de Stéphane De Groot et Didier De Fourny. Didier, c'est de très mauvais augure d'avoir déjà cassé un cardan après 1 heure de course. Oui, puisque déjà, donc, on a 1 heure de course. On a eu un problème ce matin au warm-up. En fin de compte, on a eu le même problème. Il y a un clip ici, comme ici en bas. Et le clip s'est détaché. Et alors, la graisse qui est dans le cardan, qui refroidit le cardan, est partie. Et à ce moment-là, le cardan qui n'est plus graissé grippe. Et alors, le cardan casse. Pas de problème de cardan chez ELR. Tassin rentre en tête pour passer le relais à Favre. La voiture tourne comme une horloge suisse. L'idéal pour Philippe qui repart en menant la course. Oui, tout va bien. C'était très chouette. Et on avait bien réglé la voiture pendant les essais. On avait travaillé que pour la course. On a vu directement en course, on va comme un avion. Et puis, je me suis préoccupé aussi parce qu'on n'est que 2 pilotes. Et comme on n'est que 2 pilotes, eh bien, je ne peux pas non plus rouler comme un pété. Hein, donc, je faisais attention et je contrôlais. Donc, pour l'instant, tout va bien. Espérons que ça continue.
Avec le petit jeu des ravitaillements, c'est Vanina X qui mène virtuellement les 24 heures de Francorchamps. Un scénario étonnant mais sans doute calculé à l'avance. Imaginez, il suffit de repousser au maximum le premier ravitaillement des 24 heures pour que l'équipage le plus médiatique se retrouve en tête de la course. Bien joué et merci d'avoir offert ce petit instant magique à tous les spectateurs trop jeunes qui n'avaient sans doute jamais vu Jackie X mener une course. Toujours est-il que le grand Jackie prend le volant d'une voiture impeccable. Vanina a parfaitement joué son rôle d'équipier. Bravo mademoiselle. Même si lorsque Jackie ressort des stands, il n'est plus en tête de la course, le papa et surtout sa fille auront mené les 24 heures. C'est pas mal. Mais le relais a été très régulier, je pense. Je pense qu'on a été les plus longtemps en piste. C'est pour ça que je suis entrée en tête de la course. Mais c'est encore long, il faudra encore être là demain à 4 heures et ce sera déjà une belle performance, je crois. Maintenant, vous avez confiance en papa pour garder la voiture à la bonne place? Tout à fait confiance. Il connaît, il sait ce que c'est. Du côté de chez Peugeot, les problèmes continuent. Thierry Van Dalen est arrêté à l'entrée de la pit lane des Formule 1. Thierry, qu'est-ce qui se passe? Le moteur s'est coupé. Ouais, le moteur s'est coupé ici à l'entrée des stands, je ne sais plus redémarrer. Panne d'essence peut-être? Non, contact. Problème électrique pour Van Dalen et une nouvelle crevaison sur la voiture du jeu. Un problème récurrent à l'avant gauche, un problème inexplicable. Chez BMW, on va également connaître ce genre de soucis. Heureusement, Alain Cudini parviendra à ramener la voiture à bon port sans trop de dégâts. Étrange, ces crevaisons lorsque l'on sait qu'avec ce genre de voiture en configuration endurance, les pilotes soignent leur trajectoire, évitent les bordures et les chocs sur les pneus. Pour Cudini, Van de Poel et Duet, heureusement cet événement n'aura aucune conséquence sur leur plan de marche, si ce n'est quelques secondes perdues dans les stagnes. J'ai constaté, je suis rentré dans la chicane, normalement. Et à la sortie de chicane, j'ai senti un bruit. Je ne savais pas du tout d'où ça venait. Et puis après, en remontant, j'ai senti que c'était le pneu arrière gauche. Chez Nissan, ça roule. Les deux voitures sont toujours en piste. En fin d'après-midi, on ne s'attendait pas vraiment à cela, surtout que Voss et Skuisman pointent dans le top 10. Tout baigne pour eux. Aux 24 heures, il y a les pilotes qui participent et puis il y a les pilotes qui auraient aimé participer, qui ne peuvent pas. C'est le cas de Jean-François Embroul. Jean-François, vous êtes sur la piste avec un petit pincement au cœur. Bien sûr, un gros pincement au cœur. Je crois ne pas participer au 50e anniversaire en plus des 24 heures de Francorchamps, en tant que pilote, c'est très dur. Explication à cela? Il n'y a pas d'engagement officiel de VW et d'Audi. Et l'usine VW avec laquelle j'ai un contrat ne désirait pas que je participe au volant d'une autre marque. Le jour baisse et c'est à cet instant que les Alphas décident de nous offrir un feu d'artifice au sommet du Raidillon. C'est l'abandon pour une des voitures rouges. La BMW numéro 11 n'a connu aucun souci et ça n'est pas le cas des Peugeot ou de la plupart des Integra. Et du coup, Fermín Ferté-Salens pointe en 3e position. En fin d'après-midi, les BM remontent inexorablement vers la tête de la course. Mais le plus étonnant, c'est la performance de Elliott, Belen et Roukonen qui sont deuxièmes des 24 heures au moment du souper. On ne les attendait pas à pareille fête, c'est bien vu les gars. Devant Philippe Favre continue le festival commencé par Thierry Tassin. La voiture fonctionne effectivement très bien et surtout que le but n'était pas de mener la course, c'était de rouler prudemment. On a bien préparé la voiture donc aux essais pour trouver des bons réglages pour la course plutôt que de faire la pole position qui était assez difficile à atteindre. Et je crois que ça porte ses fruits, la voiture fonctionne très bien et on fait des bons temps régulièrement sans prendre de risques. Alors bon, pourvu que ça dure, qu'on n'est pas à l'abri d'ennuis mécaniques, hein. Mais pour le moment je crois qu'on a pas mal de chance.
À la faveur du Pescar, la course endiablée se calme un peu, l'occasion pour nous de faire le point sur la suite du classement en perpétuelle modification. Derrière les 3 premiers, on retrouve la BMW de Boutsen, celle de Van de Poel et la Renault de Jackie X qui joue à l'élastique entre la 6e et la 11e place. Oui, les aléas des 24 heures, c'est quelquefois d'être en haut du classement, quelquefois en bas. J'ai un arrêt prolongé parce qu'on a une usure de frein à l'avant qui est anormale, disons, en termes de prévision. Donc on doit changer les plaquettes de frein très souvent. Et comme on s'y attendait pas du tout, on a dû aussi changer sur la voiture un disque, ce qui nous a fait perdre pas mal de temps. Et puis en fonction des relais, en fonction d'eux, ben voilà, on a une fois 6e, une fois 11e, ça varie. Une dernière chose, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un papa quand sa fille lui ramène une voiture en tête? C'est pas mal, hein.